Alors que le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, témoignait il y a peu de la pression qu'il avait subie du gouvernement Biden pour ne pas publier certains contenus, notamment les effets secondaires des vaccins et pour suivre le narratif des gouvernements. Ici en Europe, pour l'instant, ils sont en train de discuter si il faudrait censurer certains réseaux sociaux comme X. Ils sont vraiment en train de discuter de cela. Maintenant, j'ai le plaisir de... on est au Parlement européen, oui, je n'ai pas dit on est au Parlement européen. Normalement, le lieu suprême de la liberté d'expression et de la démocratie, mais on va voir que ce n'est pas tout rose toujours. Et je suis ici sur à l'initiative de Virginie Joron, députée européenne. Bonsoir, bonjour Virginie Joron. On ne sait plus, on travaille trop. On travaille trop. Avec Jean-Marc Sabatier, que certains d'entre vous connaissent, qui est docteur en biologie cellulaire et microbiologie, directeur de recherche au CNRS et notamment l'auteur du livre Covid long, effet indésirable du vaccin, un des nombreux livres qu'il a écrit, avec Estelle Fougère, journaliste scientifique. Bonjour. Bonjour, merci pour votre à vous tous invitation. et merci à Virginie Joron pour l'invitation. Oui, c'est normal. Oui. Virginie, juste pour commencer, il n'y a pas beaucoup de députés européens qui prennent l'initiative de parler de la liberté d'expression et de ce qu'on a vécu depuis 4-5 ans par rapport au Covid. Et on y reviendra parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ils sont très peu, au fait, alors que... Ils sont quasi inexistants, j'ai envie de dire, puisqu'effectivement, lors de la précédente mandature, vous avez quand même quelques rebelles, comme Madame Michèle Rivasi, qui n'est plus là. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle mandature, je pense que je suis la seule, avec Christine Anderson, qui a été reconduite. Et je peux dire que oui, nous allons continuer ce combat, parce qu'on l'a vu durant ces 4 années de chasse aux sorcières. Et pour moi, c'est un honneur d'avoir monsieur Jean-Marc Sabatier et Madame Estelle Fougère avec nous, parce qu'ils vont nous prouver que nous avions raison. Et vous avez raison de commencer cette émission en parlant des réseaux sociaux, de la volonté du Parlement européen qui veut supprimer notre liberté d'expression. Et pour cause, parce que la crise sanitaire nous a démontré le pire des mesures liberticides, le pire dans la volonté de ne pas vouloir mettre en avant des discussions autour du vaccin, autour du Covid. Et c'est vrai qu'en lisant ce livre, nous apprenons encore beaucoup de choses. Et c'est important qu'aujourd'hui, encore en 2025, nous puissions débattre des effets indésirables du vaccin, parce que moi, on m'a empêché d'en parler. On m'a empêché d'en parler lors de la commission spéciale Covid. C'était un sujet... Une chape de plomb Tout à fait, une chape de plomb et en plus une chasse aux sorcières. C'est-à-dire interdiction de parler du sujet. On l'a vu, Mark Zuckerberg l'a annoncé il y a très récemment qu'il avait été contraint de suivre la politique de Biden durant la crise Covid en mettant en avant qu'un seul narratif et surtout en censurant, en bloquant des comptes qui auraient permis finalement d'avoir un débat sur cette question. Et c'est une question qui revient encore aujourd'hui et encore pire qu'avant, parce que maintenant la crise est derrière. Même si, peut-être on en parlera, il y a quand même des achats de vaccins qui continuent, en toute opacité d'ailleurs. On voit bien que le danger aussi pour eux, donc cette liberté d'expression, elle se traduit par des annulations d'élections. Aujourd'hui, en Roumanie, et on le voit, ce sont des années qui sont importantes en termes de démocratie. Je sais qu'aujourd'hui, en venant au Parlement ici à Bruxelles, vous avez été accueillis par une grande banderole magnifique, énorme, pour vous rappeler que c'est la démocratie en action. Et puis moi, je le vois tous les jours, c'est plutôt la dictature en action. Oui, parce que ce qui fait peur, et les invités peuvent réagir aussi, c'est que plutôt que de se dire Zuckerberg révèle les tentatives, même l'intimidation, c'est même pas des tentatives, du gouvernement Biden pour nous faire dire ce qu'ils veulent entendre, plutôt que l'Europe de réagir en disant mais c'est scandaleux, nous allons faire vivre la liberté d'expression. Il y a un commissaire européen et d'autres qui réagissent en disant on va censurer désormais les réseaux sociaux parce qu'il n'y aura plus de, comment ils appellent ça, modération. En fait, ce n'est pas de la modération, c'est la censure. Et puis l'hypocrisie totale, c'est de faire croire qu'ils protègent les citoyens européens. Attention, nous sommes vertueux, nous voulons vous protéger des interférences. Alors que l'on voit très bien que depuis des années, des interférences et des ingérences, il y en a toujours eu au Parlement européen, mais pas d'un autre type. Ici, Bruxelles, c'est la capitale du lobbying. 50 000 lobbyistes, donc des influences, il y en a tous les jours. Je pense que derrière moi, ceux qui passent, vous allez voir, ils ont des badges et ce sont des lobbyistes Pfizer, Moderna, ils sont là. Il faut arrêter d'être hypocrite. Non, là, il y a une peur, ils ont la trouille.
Ils ont la trouille de ne plus maîtriser le narratif de leurs médias à eux. Ils ont la peur, effectivement, puisqu'on voit bien que qu'est-ce qui leur a fait peur? Avant, quand c'était Jack Dorsey qui avait les manettes de Twitter, ça ne leur a pas posé de problème qu'il ferme le compte de Donald Trump quand il a perdu les élections. Incroyable, hein. Ce qui a été incroyable. Il n'y a eu aucun mouvement pour, pour critiquer et pour contester cette action. Personne n'a rien dit. Mais là, en fait, ce qui les dérange, et c'est ce que j'ai rappelé ce matin, parce que j'étais au marché intérieur, on a eu encore un débat le DSA. Ce qui les dérange, en fait, c'est que M. Elon Musk n'épouse pas leurs idées. Et puis, il a soutenu Donald Trump. Et puis, comme Madame Taylor Swift ou Beyoncé ou De Niro ou Schwarzenegger ou autres qui sont aussi des influenceurs, ils n'ont pas fait recette. Vous voyez donc que toute cette gauche moralisatrice, ces fameux démocrates, sont en transe parce qu'ils sont en train de voir qu'ils perdent tous les moyens qu'ils avaient pour manipuler, réinformer les gens dans un seul sens. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on apprend qui veulent carrément supprimer les plateformes qui ne rentreraient pas dans leur moule. Moi, je l'ai vu en France avec une socialiste. Alors, on me disait avant, les socialistes, des valeurs humanistes qui sont pro-liberté. Ben moi, depuis que je suis ici au Parlement, j'en ai pas vu un pour, par exemple, parler de ce sujet, critiquer le fait que je ne puisse pas exposer ici, avec l'aide des associations des victimes des effets indésirables. Personne ne s'est insurgé. Oui, c'est important à dire ça. On vous a refusé. On a refusé d'accueillir des associations de victimes du vaccin Covid, même de Covid long, qui puissent ici exposer avec des photos, avec des éléments tangibles de leur malheur. Ça m'a été refusé. Pourtant, Jean-Marc Sabatier, Estelle Fougère, vous en parlez beaucoup, les effets secondaires, on peut dire, certains disent même primaires en fin de compte, hein, du vaccin et du Covid long, on fera la différence après. Il y en a, hein, il y en a énormément et de plus en plus, c'est d'ailleurs assez effrayant. On ne veut pas faire peur aux gens, mais dites un peu ce que vous voyez. D'ailleurs, le préfacier Laurent Vinet, qui énumère tout ce qu'il a vu dans son cabinet, qui est médecin généraliste, c'est assez effrayant. Oui, des médecins généralistes dans mon village. Alors, en fait, on voit énormément donc, de Covid long, qui sont issus soit d'une infection naturelle, soit d'une vaccination. Et on en voit beaucoup issus d'une vaccination, en fait, parce qu'il y a énormément de protéines spike produites. Et ce Covid long, il est dû à un dérèglement du système rénine-angiotensine qui va être induit, en fait, par la protéine spike virale ou vaccinale. Alors, il y a des Covid longs aussi qui sont dus à des réactivations de microbes dormants, hein, des virus de type herpès, Epstein-Barr virus, etc. Donc ça existe aussi. Mais disons que les injections vaccinales sont en grosse partie aussi responsables justement des effets secondaires. On parle d'effets secondaires post-vaccinaux. Alors, beaucoup de personnes disent que ce n'est pas possible parce que l'injection vaccinale, c'est une molécule qui est injectée, enfin des molécules sont injectées et il n'y a pas de virus. Et en fait, c'est faux, c'est mal connaître justement l'origine des pathologies Covid. Ces pathologies de la Covid et du Covid long, en fait, elles proviennent d'un dérèglement d'un système physiologique qui est hormonal et enzymatique et qui est ubiquitaire, qu'on retrouve partout, dans tous nos organes et tissus, au niveau du système nerveux, système immunitaire. C'est le système rénine-angiotensine. Oui, c'est ça. Vous dites qu'il est plus important que le cerveau, c'est lui qui régule tout, en fait. Oui, il régule tout parce que, par exemple, vous parlez du cerveau, mais c'est lui-même qui pilote le cerveau. Toutes les cellules nerveuses, neurones, oligodendrocytes, astrocytes, cellules microgliales, elles ont toutes, en fait, un système rénine-angiotensine, et ce système rénine-angiotensine pilote le fonctionnement de la cellule. Donc, ce n'est pas le cerveau qui commande, c'est vraiment... Et donc, les effets sont multiples, turbocancer, myocardite, Parkinson, Alzheimer, oui, parce schizophrénie que, en fait, même, j'ai lu. Oui, schizophrénie, oui. En fait, même épilepsie, ce qui se passe, c'est que ce dérèglement du système rénine-angiotensine, il affecte tous les tissus et tous les organes, potentiellement. Pourquoi? Parce que ce système rénine-angiotensine, on le retrouve sur toutes les cellules du corps humain. Et donc, suivant les sensibilités des personnes, ça peut se traduire par des turbocancers, des maladies auto-immunes, des troubles neurodégénératifs. Et donc, quand il y a une suractivation du SRA, on peut avoir des troubles neurodégénératifs, hein, comme tu dis, hein, ça peut être Alzheimer, ça peut être Parkinson, ça peut être l'épilepsie, ça peut être la démence, ça peut être la schizophrénie. Il y a des troubles cardiovasculaires, il y a des troubles neurodégénératifs, il y a de l'auto-immunité et puis il y a aussi des cancers. Et on voit aussi une explosion de turbocancers qui sont dus au dérèglement de ce système. Alors on en parlait
peu de gens, dans les parlementaires, mais chez les médecins pas plus, reconnaissent maintenant ce qui se passe. Alors que déjà à l'époque, et c'est dans le livre, il y avait un tableau des effets secondaires de la FDA, Oui. que Pfizer connaissait. Et, donc page 317, donc c'est même pas que maintenant on découvre ce qui se passait, c'est qu'on le savait déjà. Pareil pour le Remdesivir, où malgré que la commission a acheté pour plus d'1 milliard d'euros de doses, il savait depuis des mois, en tout cas Gilead savait depuis des mois que ça ne servait à rien et qu'en plus c'était toxique. Oui. Donc on est toujours dans un déni profond. Et Estelle Fougère, peut-être expliquer, et puis Virginie Joron, comment on peut expliquer ça Alors, par exemple, pour le Remdesivir, dont vous vous êtes occupée également, Madame la députée, je précise que c'est un produit qui n'a jamais marché. Il a été lancé... mais qui coûte très cher. Qui coûte très cher, qui n'a jamais marché, dont toutes les études cliniques sont mauvaises. On a d'ailleurs pas... Enfin, c'est dans le livre, les différentes études cliniques, et celle qui a permis l'autorisation du Remdesivir a été un petit peu truquée. C'est ce qu'a vu Jean-Marc Sabatier et il l'a écrit. Donc le Remdesivir n'a jamais marché, ni pour Ebola, ni pour aucun des virus. C'est un mauvais produit qu'ils n'ont pas voulu retirer. Il est nocif pour les reins, le foie. Il y a même des gens qui ont été en attente, je crois, de transplantation rénale. Voilà. Ça, c'est puisqu'effectivement, les problèmes, on parle beaucoup du vaccin, mais peuvent venir d'autres choses, et notamment de ce produit de Gilead. Voilà. Et ici, le tableau de Pfizer, de la FDA, mais on dirait vraiment les effets secondaires d'un système rénine-angiotensine qui dysfonctionne. Oui, tout à fait. Mais même en amont, par rapport aux injections vaccinales à ARN messager, on savait déjà que ça ne fonctionnait pas. Hein. C'est-à-dire que toutes les données expérimentales sur les vaccins à ARN messager qui avaient été tentés montraient déjà que ça ne pouvait pas être utilisé comme un vaccin. Hein. Il y a une toxicité qui était démontrée des nanoparticules lipidiques qui sont utilisées donc, pour vectoriser les ARN messagers dans la cellule. On voit qu'il y a une toxicité des ARN messagers, notamment ils ont utilisé un dérivé dans les ARN messagers qui s'appelle la méthylène-pseudouridine, et on sait qu'elle conduit à des erreurs de traduction et donc à l'apparition de protéines fantômes, hein, de protéines indésirables qui sont donc inconnues et qui peuvent stimuler le système immunitaire et qui peuvent être à l'origine justement de maladies auto-immunes ou voire même de cancer. Hein. Donc tout ça, c'était connu avant même les injections vaccinales. Hein. Et maintenant, vous parliez à l'époque, je pense que vous avez parlé là, du laboratoire de Wuhan et du marché avec le pangolin, et on vous traitait de complotiste. Hein. Oui, toujours. Non, je voudrais juste rebondir sur votre question. Pourquoi la Commission n'a rien fait en sachant qu'elle avait aussi accès à ces données? La question, c'est plutôt pourquoi elle l'a empêché de traiter. Et c'est vrai que dans votre livre, vous l'expliquez très bien. Tout de suite, vous avez alerté les autorités françaises. Votre sœur a fait une lettre, elle a bien détaillé comment on aurait pu traiter. Donc cette question, finalement, de pourquoi on a empêché les médecins de traiter, alors qu'il y avait, on le voit dans votre livre, beaucoup de moyens de guérir, en tout cas, notamment la vitamine traiter, D. Voilà, la vitamine D, de traiter cette pathologie. C'est ça plutôt la question qu'il faut se poser. Et en même temps, moi j'ai envie de dire, en voyant de très près ce qui s'est passé durant cette commission spéciale Covid, on voit bien qu'ils étaient omnibulés que par un seul mot, vaccin. Dès le départ, oui. Dès le départ. C'est la stratégie vaccinale de la commission. Il n'y a pas eu de stratégie de traitement de la pathologie, où on aurait pu ouvrir le spectre. Jamais. Donc il faut voir aussi qu'il y a, malheureusement, et on le voit tous, on l'a vu d'ici, c'est les intérêts financiers. C'est-à-dire qu'ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de lobbyistes, beaucoup de compagnies, beaucoup de laboratoires ici pullulent autour de cette commission. On l'a vu, vous connaissez tous l'affaire des contrats d'achat vaccins Pfizer pour près de, en tout, au total, 71 milliards d'euros, avec le plus gros gagnant, c'est le Pfizer. Aujourd'hui, on apprend par la presse, parce que je vous assure qu'on l'apprend par la presse alors qu'on est au sein de cette machine, que la nouvelle commissaire à la santé, et pour l'anecdote, il faut quand même que je le dise, cette nouvelle commissaire à la santé, alors ça s'appelle Commission des gestions des crises, donc ça englobe toutes les crises. Dedans, elle va avoir elle a ce pouvoir de passer des contrats d'achat de vaccins. Et pour le coup, cette dame qui est nouvelle à ce poste, Madame Labib, que peut-être les Belges connaissent bien. Adja Labib qui était à la RTBF, la chaîne publique, et qui était présentatrice
du journal télévisé et Voilà. qui était ministre des Affaires étrangères et puis maintenant Elle est maintenant commissaire, commissaire. avec ce très beau portefeuille qui a été enlevé au ministre hongrois. C'est important de le soulever parce que tout est lié dans le sens où on va me dire que je suis complotiste, mais en tout cas, elle va s'occuper de ce dossier. On voit qu'en parallèle, RTBF coupe le sifflet à Trump. Et encore une fois, ce dossier, comme je l'ai dit, la liberté d'expression, finalement, la liberté d'opinion et finalement le libre arbitre continue finalement à être attaqué. Et je finis juste avec cette anecdote qui n'en est pas une. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien, l'hiver a plutôt été autour de la grippe qui a fait beaucoup de dégâts, le Covid un peu moins. Et aujourd'hui, on apprend que la Commission passe pour un contrat d'achat, mais un contrat d'achat cadre. C'est-à-dire que les commandes ne sont pas faites, mais vont être en cours pendant 4 ans, pour 146 millions de doses auprès de Moderna. Donc Maintenant, ça. Voilà, ça c'est actuel. Et voilà, en toute opacité, parce qu'effectivement, il n'y a pas du tout eu de débat autour de cette question. Parce que normalement, on débat. On a des plénières une fois par mois, et c'est une question qui n'a pas été débattue. Je voulais juste dire que pour qu'un vaccin en urgence puisse être accepté, il fallait dire qu'il n'y avait aucun traitement qui pouvait marcher. Ouais, ouais. Parce qu'il pouvait y avoir un vaccin, mais pas en urgence. Donc, ils ont dit que toutes les études sur les traitements précoces étaient mauvaises. Ils ont trouvé toutes les raisons possibles et imaginables. Alors même qu'au même moment, ils nous auront fait des études sur le remdesivir sans groupe contrôle. Et sur le remdesivir des enfants. Ouais. Donc, en annonçant, alors qu'il y avait des morts et des effets indésirables, que ça n'était pas dû au remdesivir. Mais puisqu'il n'y avait pas de groupe contrôle, comment pouvait-on le savoir? Voilà. Donc c'était juste pour dire qu'ils avaient vraiment prévu de faire vacciner toute la Mais population. ce que ça montre, je suis désolé, mais ça veut dire que les instances démocratiques n'ont rien à dire. Non. Et le peuple et le bien commun n'est pas du tout représenté, puisqu'ils arrivent à, pour qu'il y ait une AMM, autorisation de mise sur le marché, à faire croire que rien n'est possible, alors que déjà, vous écrivez, votre sœur qui est scientifique aussi, écrit à Macron en lui disant qu'avec la vitamine D, vous auriez 97% de moins d'admission en réanimation. Et il vous répond même pas. Mais il n'y a pas que ça. Toutes vos recherches, tout le livre montre que tout ce qu'on aurait pu faire, il n'y a pas que la vitamine D. Et d'ailleurs, on en parlait d'autres émissions, c'est que le peuple français, de manière générale, le peuple européen, les Occidentaux sont en mauvaise santé, sont en très mauvaise santé. Et donc, si l'Europe voulait faire quelque chose maintenant, elle pourrait, par exemple, je ne sais pas, vous êtes à l'Europe ou vous êtes ministre français de la Santé, qu'est-ce que vous mettriez en place en termes notamment de prévention? Prévention, déjà, c'est une supplémentation de la population. Hein. En vitamine D. Ah oui. Ah, c'est la première chose à faire et c'est ce qu'on avait suggéré très tôt. Hein. C'était le début, hein. C'était début 2020 hein, quand même. Hein. On avait parlé de la vitamine D. À l'époque, personne ne parlait de la vitamine D. Hein. Maintenant, on en parle beaucoup, mais à l'époque, vraiment, on n'entendait pas parler de la vitamine D. Et s'ils avaient supplémenté la population en vitamine D, il faut rappeler qu'il y a 80% quand même de la population qui manque de vitamine D, eh ben, il y aurait eu une mortalité négligeable, à mon avis. Hein, parce que c'est extrêmement protecteur, la vitamine Donc, D. on touche au concept dont vous parlez de perte de chance. Oui. Mais de nouveau, est-ce que des gens pourraient porter plainte par rapport à ça? Absolument, c'est un Donc, concept... rappelez peut-être le concept de perte de chance. Mais c'est un concept juridique qui fait que les citoyens peuvent se porter devant la justice quand ils estiment qu'ils ont eu une perte de chance, c'est-à-dire qu'on ne leur a pas donné toutes les chances d'être soignés ou d'être guéris. Alors après, c'est le juge qui va... Mais tout le monde, parce que si on fait le lien avec l'autorisation de mise sur le marché qui nécessitait d'avoir aucun traitement, on peut quasiment dire que tous les peuples européens et occidentaux ont eu une perte de chance. Oui, mais il y a eu des décisions, même au-delà des traitements précoces, beaucoup plus insidieuses. Le 18 mai 2020, ils font paraître un texte en disant, on a remarqué que l'azithromycine, l'augmentation des prescriptions d'azithromycine. Et il n'y a pas eu d'études cliniques par rapport à ça et par rapport au Covid. Et nous conseillons, et ils conseillent tout le long l'amoxicilline, sur lequel il n'y avait pas eu d'études cliniques non plus. Et justement, l'azithromycine et Jean-Marc va y revenir certainement, l'antibiotique qui a une action antivirale qui marche et pas l'amoxicilline. Donc vous voyez, au-delà, il y a eu énormément de détails où on voit que ça ne Ils ont tout fait pour mettre des choses qui ne marchaient pas. Voilà, exactement.
et interdire celle qui fonctionnait. Je suis désolé, Oui. c'est pas être complotiste. Je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à la vitamine D, parce que souvent on entend dire la vitamine D, c'était pas si bien que ça, parce qu'ils ont supplémenté en vitamine D, notamment en Angleterre, et il y a eu une mortalité élevée. Alors il faut savoir que la supplémentation qui a eu lieu justement en Angleterre, elle était minable. Hein. C'était 408. 408, c'est rien du tout. Il fallait des doses très très supérieures. Il fallait des doses au moins 20 fois supérieures. Il fallait monter les taux plasmatiques de calcidiol au-dessus de 50 nanogrammes. Et là, ce n'était pas du tout le cas, hein, 50 nanogrammes par millilitre. Et là, ça aurait été très protecteur. Et d'ailleurs, on le voit, hein, parce que sur pratiquement toutes les personnes qui sont admises en soins intensifs sont des personnes qui sont complètement carencées ou très insuffisantes en vitamine D. Hein. On voit bien qu'il y a eu beaucoup de fautes. Et c'est pour cette raison que moi, dès le départ, je pense que j'ai été la première à avoir mis sur le sujet des... parce qu'effectivement, on ne pouvait pas parler de traitement. On avait déjà cette stratégie vaccinale mise en place, des effets indésirables. Et on a proposé au Parlement un fonds d'indemnisation européen, notamment en taxant les super profits des vaccins Covid pour la recherche et l'indemnisation des victimes. Il faut déjà qu'ils le reconnaissent pour ça. C'est pour ça, mais au moins on avait le sujet sur la table. Donc en fait, une raison individuelle, c'est quoi? C'est-à-dire qu'un député, il propose ce sujet en commission, notamment en Envie. Donc Envie, c'est la commission qui s'occupe de la santé et qui aurait permis de débattre du sujet et surtout de mettre au cœur, comme vous l'avez dit, de ce Parlement où il y a quand même des décisions importantes qui ont été prises. Je rappelle que c'est ici qu'on a voté le pass sanitaire. C'est ici que ça s'est décidé. Et puis après, toute la stratégie derrière qui s'est mise en place. Donc des sujets, en plus maintenant qu'on voit avec le recul que nous avions raison, qu'il y a un vrai problème d'effets indésirables. Je ne parle pas de la responsabilité du manque de mise sur le marché ou d'autorisation de traitement pour les médecins, puisque ça, finalement, maintenant, c'est passé à la trappe. Donc du coup, on essaye un petit peu de revenir, et surtout, responsabilité du Parlement, responsabilité de la Commission, notamment, et aussi des laboratoires. Parce que vous le savez bien, même si on n'a pas eu accès au contrat, on a bien vu qu'ils étaient, pendant cette période ce laps de temps, ils étaient irresponsables en matière d'effets indésirables. Donc ce sujet, moi j'étais une des premières à l'avoir mis sur la table, c'est-à-dire un fonds d'indemnisation européen pour les victimes des vaccins Covid. Là aujourd'hui, je l'ai étendu au Covid long. Et je souhaiterais que les laboratoires qui font des super profits réintègrent, en tout cas la Commission leur impose de prendre une partie de ces bénéfices pour la recherche, notamment autour du Covid long, parce que est-ce qu'il y a un traitement aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un protocole? Parce que c'était une des questions que nous avions vues lors de la commission spéciale Covid, parce qu'effectivement, il n'y a pas de traitement aujourd'hui, il n'y a pas de protocole, notamment autour du Covid long, parce qu'on peut encore parler du Covid long, mais pas du tout des effets indésirables liés au vaccin Covid, même si on voit que tous les jours, il y a, après des batailles de longue haleine, des reconnaissances de liaison entre le vaccin et la pathologie. Oui, et en plus, il semblerait que parfois, ils mettent tous les effets indésirables du vaccin dans le Covid long. Exactement. C'est pour ça qu'au départ, moi, quand j'étais dans le dossier de ce fameux rapport spécial, j'étais un peu froide. Je voulais vraiment qu'on distingue les deux. Oui. Parce que pour moi, c'est deux responsabilités différentes. Entre celui qui pousse à se vacciner et le Covid long, c'est une fatalité qui est plutôt due à la maladie. Que le vaccin, quand on a un effet désirable qui est dû au vaccin, là, c'est la responsabilité juridique qui est complètement différente. Donc, je ne voulais pas qu'on les mette ensemble. Et puis Jean-Marc Sabatier peut peut-être expliquer que quand on se vaccine, même sur un Covid long, ça ne fait qu'aggraver encore et encore. Voilà. Oui. Il faut distinguer deux choses, en fait, dans ces vaccins. C'est que d'une part, ils stimulent effectivement le système immunitaire, puisqu'il y a une production d'antigènes, en fait, de multiples antigènes, il n'y a pas que la spike, hein, puisqu'on voit qu'il y a plus de 25% en fait, de molécules inconnues qui sont produites. Donc il y a une production de la spike, mais on voit qu'il y a des effets donc, délétères directs de ces vaccins. Quoi. Pour moi, il n'y a pas de différence, disons, entre un Covid long post-vaccinal et un Covid long infectieux. Pour moi, c'est la même chose parce que les mécanismes, en fait, sont les mêmes. Les mécanismes, c'est une dérégulation du système rénine-angiotensine. Et donc,
Pour moi, c'est la même chose. Alors, si on a un Covid long suite à une injection vaccinale, c'est quand même un petit peu différent de l'infection naturelle parce que lors d'une infection naturelle, il faut un traitement supplémentaire avec justement un macrolide, qui par exemple la clarithromycine ou l'azithromycine. Pourquoi? C'est parce que quand on a une infection naturelle, le virus SARS-CoV-2 a une activité particulière, c'est-à-dire il a une activité bactériophage. C'est un virus qui est capable d'aller infecter des bactéries, notamment des bactéries intestinales. Il infecte notamment des bactéries gram-négatives, anaérobies, parce qu'il peut rentrer, en fait, il n'y a pas la paroi de muréine et ça permet donc au virus de rentrer dans le microbe. Et quand il est dans le microbe, il est protégé en fait du système immunitaire. Et donc, il est important d'utiliser un antibiotique qui va tuer ce microbe pour libérer en fait les particules virales pour pouvoir les neutraliser. Parce qu'à ce moment-là, il est un petit peu protégé en fait dans le microbe. Alors, il y a des molécules qui fonctionnent, hein, il y a des traitements qui fonctionnent. Alors après, ça dépend beaucoup des personnes. Il y a des molécules, il y a des choses qui fonctionnent pour les effets post-vaccination. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut considérer que quelqu'un qui s'est vacciné peut, avec ces traitements, revenir à l'état normal avant vaccination? Oui, alors c'est un petit peu délicat parce qu'il faut considérer plusieurs choses. C'est-à-dire à l'heure actuelle, il y a des données aussi qui montrent que lorsqu'on a reçu des injections vaccinales ou quand on a infecté, il peut y avoir une rétrotranscription et une intégration dans le génome. Alors là, c'est déjà plus délicat parce que ça veut dire que, en gros, soit le gène codant pour la protéine spike, soit le génome du virus peut être éventuellement intégré dans la cellule. Ça pourrait même se transmettre. Et pourrait donc à ce moment-là se transmettre. Alors, ce n'est pas nécessairement très grave, parce que ce n'est pas parce qu'il y a une rétrotranscription, une intégration d'une information génétique dans le chromosome que c'est forcément délétère. Parce qu'après, il faut qu'il y ait une certaine condition pour que le provirus puisse être activé, puisse être transcrit. Et il faut savoir qu'on a au total 23% du génome humain, hein, si on compte les LTR, hein, les longues répétitions terminales, qui proviennent de microbes, notamment de rétrovirus. Hein. Donc, ce n'est pas parce qu'on a une information génétique qui provient d'un virus que c'est nécessairement délétère. Mais par contre, ça soulève des problèmes. Ça peut expliquer aussi, disons, des rechutes qu'ont des Covid longs. Hein. Des rechutes, justement, parce qu'à certains moments, il peut y avoir des réactivations, en fait, par exemple, du virus ou une production de nouveau de protéines spike qui entraînent des effets délétères. Hein. En tout cas, par rapport au SARS-CoV-2, on peut, avec une grande probabilité, penser aujourd'hui qu'il est lié à une manipulation humaine lors d'une étude de gain de fonction. Ah oui. Et peut-être expliquer ce que c'est, parce que Didier Raoult, que j'ai interviewé il n'y a pas longtemps, me disait les gains de fonction, ça n'existe pas, c'est une supercherie. Vous n'êtes pas du tout d'accord avec ça? Ah non, moi je ne suis pas du tout d'accord. D'une part, parce que je sais que ça existe, parce que je l'ai vu personnellement, et je l'ai même... bon, j'ai donné l'exemple, hein, dans mon laboratoire, je travaillais sur des toxines animales. Moi, je connais quelqu'un que je ne vais pas citer pour pas le mettre dans l'embarras, mais qui est parti en postdoc à Fort-Dietrich pour insérer un gène qui code pour une toxine de scorpion mortel dans une bactérie, hein, de E. coli. Donc, ça veut dire que si on est infecté par cette bactérie, à ce moment-là, on peut mourir comme si on était piqué par un scorpion mortel. Et c'était la toxine 2 du scorpion Androctonus ostensector, c'est-à-dire le scorpion tueur d'hommes. C'est la toxine la plus puissante connue actuellement des venins animaux. Hein. Moi-même, je me suis retrouvé à l'étranger, disons, à être modérateur d'une session où j'ai vu des gains de fonction sur des microbes. Hein. Donc c'est une forme c'est connu, c'est une forme d'arme biologique, quoi. Oui, oui. Ben, d'ailleurs, si les gains de fonction avaient été interdits par Obama en 2014, c'est bien que ça existait. Et puis il y a eu un article du Lancet qui expliquait justement à cette période pourquoi il fallait interdire les gains de fonction. Hein. On peut jouer aux apprentis sorciers. Ah oui, oui, c'est des recherches duales. Hein. C'est-à-dire que quand on travaille, par exemple, sur un microbe, qu'on fait des mutants de ce microbe, et on sait les faire, hein. On peut faire des mutants du virus SARS-CoV-2. Hein. Et il a été démontré, d'ailleurs, maintenant, il est très clair que le SARS-CoV-2, en fait, ne provient pas du pangolin. Hein. Je crois que le pangolin... Oui, ils l'ont dit, alors qu'on était traité de complotiste. Oui. Et est-ce que des choses comme ça, maintenant, c'est possible de le dire, ou c'est toujours ferme?
fermeture des portes. Vous m'aviez posé la question sur Wuhan, c'est vrai, c'est le sujet, puisque vous l'avez très bien rappelé dans votre livre, ce passage effectivement où du virus SARS-CoV-2 a apparu à Wuhan, en Chine, à l'automne 2019. À l'époque, on a émis des interrogations. On a posé même, je les ai ressorties, ces questions en 2022. On est plusieurs députés, je ne suis pas la seule sur ce coup-là à avoir posé ces questions, notamment est-ce que les laboratoires qui manipulent les virus dangereux sont-ils parfaitement sécurisés? Donc on reprend l'exemple du Wuhan parce qu'il y a eu pas mal de communication. L'OMS, à un moment donné, voulait ouvrir une enquête et puis après, elle a cessé. Et puis là, nouvelle administration, la CIA nous dit que oui, finalement, nous avions raison. Moi, je me rappelle à l'époque, on était traité de complotistes, de dingue. Monsieur le professeur Luc Montagnier a été critiqué pour cela. Moi, ce qui nous conforte dans notre combat, dans cette résistance que nous avons menée depuis toutes ces années. Moi, je tire mon chapeau à M. Sabatier et aussi à vous, Mme Fougère, parce que vous avez, contre vent et marée, vous avez pu résister à cette vague qui a voulu nous faire taire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est plus la priorité, puisque nos grands démocrates ont peur de perdre leur siège, donc ils se sont axés sur un autre sujet. Et je regrette effectivement que moi j'avais demandé à l'époque avec d'autres députés une commission d'enquête pour savoir ce qui s'est passé en Chine, ne puisse pas aujourd'hui finalement être réouvert. Il faut, je pense, que le Parlement se ressaisisse de cette question, qu'on fasse une vraie enquête, parce que si on veut gérer les crises, et on a maintenant cette nouvelle commissaire que tout le monde connaît en Belgique, et bientôt en France, puisque je sais que la France regarde aussi votre émission, puisse nous donner des éléments sur le pourquoi, du comment, parce qu'elle est censée gérer des crises. Donc avant que la crise recommence, il faudrait peut-être maintenant faire une enquête sur ce qui s'est passé, s'excuser aussi auprès de tous ceux qui ont sali durant toutes ces années, et puis répondre à nos questions. Est-ce qu'aujourd'hui, le laboratoire P4, que ce soit en Europe ou dans le reste du monde, sont sécurisés? Voilà, c'est une des questions qui se posent et qu'on continuera, nous, à poser au Parlement européen. Alors, Jean, est-ce qu'ils sont sécurisés? On parle de la sécurisation de laboratoire P4, mais qu'en est-il réellement de tout ça? Parce que ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'en 2018, il y a Moderna qui a breveté un site furine très particulier qu'on retrouve dans la protéine spike du SARS-CoV-2. Et il faut savoir aussi qu'il y a eu un programme qui s'appelle Diffuse, qui a été soumis par Peter Daszak, qui était le patron de EcoHealth Alliance, qui a été soumis à la DARPA, puis à Fauci, qui était le directeur du NIAID, ça, qui est une des 27 agences du NIH, du service. On peut espérer qu'il y a des choses qui vont sortir sur Fauci et que les gens ne seront plus traités de complotistes qui disaient... Exactement. Oui. Parce que dans ce programme qui s'appelle Diffuse, et on connaît même le montant, c'est 14,2 millions de dollars. C'est factuel. C'est factuel, c'est factuel. Oui, il faut le répéter toujours. Parce que... C'est quand même un programme qui était destiné à introduire un site furine dans une protéine spike de coronavirus, de chauve-souris. Donc il travaillait déjà là-dessus en 2017 et bien avant. Oui, ça avait été refusé. Ça avait été refusé par la DARPA, parce que la DARPA n'avait pas l'autorisation de mener des gains de fonction. L'autorisation, elle avait été donnée au NIH. Elle a été début 2018. C'est quand, en décembre 2017, Trump a rétabli en fait la possibilité de faire des gains de fonction. Et à ce moment-là, c'est Fauci qui a accepté la demande justement de Peter Daszak de financement de cette étude de gains de fonction sur le SARS-CoV-2. Donc c'est le programme Diffuse et qui impliquait Ralph Baric, qui est un professeur de virologie de l'Université de Caroline du Nord, et Shizheng Li, qui est la sous-directrice du laboratoire P4 de l'Institut de virologie de Wuhan. Et donc, on sait maintenant que ça existe. Anthony Fauci a été gracié in extremis quelques heures avant. Quelques heures avant la passation de pouvoir entre M. Biden et M. Trump. Mais je pense qu'il cherche des moyens pour revenir là-dessus. Mais c'est quand même un aveu. C'est quand même un aveu, le fait qu'il est gracié. Donc, M. Fauci était en place, c'était le monsieur Santé Amérique depuis 1984 jusqu'à 2022. Donc, il faut quand même espérer que toute la lumière pourra être faite là-dessus, sur ce dossier, malgré la grâce présidentielle. Pour revenir sur le
Covid long et la différence avec l'injection, on sait que maintenant, les pompes funèbres, nous, en tant que journaliste, je l'entends, les pompes funèbres sont débordées, les morgues, il y a une baisse de la natalité énorme. Mais le problème, c'est que les journalistes qui ne veulent pas voir, réfléchir, investiguer, et les politiques vont toujours mettre ça sur le Covid long. Bah oui, il y a une baisse de la natalité, mais moi, j'ai d'ailleurs rencontré un médecin qui me dit ça, mais la baisse de la natalité, mais c'est le Covid long. La mortalité, les morts naissances, c'est le Covid long. Donc, c'est ça. Oui, mais c'est le Covid long aussi post-vaccinal. C'est ça le truc. Ouais. C'est que le Covid long, ce n'est pas un Covid long nécessairement dû au virus. Et je veux dire, il y a quand même beaucoup de Covid longs qui sont post-vaccinaux. Hein. Donc ça peut être les deux. Hein. Ça peut être une infection plus une injection vaccinale. Pourquoi ? Parce que ces injections vaccinales font produire énormément de protéines spike. Et c'est la protéine spike qui pose aussi problème. Il n'y a pas que ça, parce qu'il y a les nanoparticules lipidiques, il y a beaucoup de choses qui posent des problèmes. Mais disons que les protéines spike posent des problèmes, et on parle même de spikeopathie, hein, c'est des pathologies induites par la protéine spike, justement, parce que la protéine spike, virale ou vaccinale, peut dérégler, peut suractiver le système rénin-angiotensine. Et en fait, ces vaccins, que ce soit le Spikevax de Moderna, ou le Comirnaty de Pfizer-BioNTech, ils font produire énormément de protéines spike par l'organisme. Comme je disais, par exemple, le Comirnaty, on vous injecte en forme adulte 30 microgrammes d'ARN messager. Ces 30 microgrammes d'ARN messager, ça correspond à 14 000 milliards de molécules d'ARN, donc c'est énorme. Et quand on reçoit, pour les personnes qui ont entre 5 ans et 12 ans, c'est le tiers de la dose, donc 10 microgrammes. Et pour les personnes entre 6 mois et 5 ans, c'est le 10e de la dose, c'est 3 microgrammes. Et de manière totalement arbitraire, hein, quand on vous lit, parce qu'aucune étude n'a été faite sur le nombre de grammes qu'il fallait donner, puisque un autre vaccin le Spikevax, le Spikevax, c'est 100 microgrammes. 100 microgrammes, donc 100 microgrammes, ça fait 47 000 milliards de molécules d'ARN. Et les premiers, enfin, quand ils ont été utilisés au début, les enfants, ils prenaient les formes adultes, hein, je veux dire. Donc, si c'est le Pfizer, ils prenaient les 30 microgrammes, ou ils prenaient 100 microgrammes avec le Moderna, hein. Donc ça montre bien que ça a été fait un peu n'importe comment. Hein. De toute façon, ils n'auraient jamais dû être mis sur le marché. On entend beaucoup, de toute façon, ceux qui sont contre ces vaccins ARN messagers, ce sont des anti-sciences, ils ne veulent pas des progrès de la science, et c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que cette technologie n'est absolument pas au point. Aujourd'hui, elle n'est pas au point, et toutes les données expérimentales montrent que ce n'est pas au point. Et donc c'est quand même incroyable que c'est pu être utilisé, justement, hein, que la technologie a été utilisée, sauf si c'est pour d'autres objectifs, hein, justement, réduction de population ou autre, hein, ça c'est le complotisme extrême, mais bon, il y a de quoi se poser des questions, parce que le fait que, par exemple, ils veuillent à l'horizon 2030 changer absolument tous les vaccins actuels, même ceux qui ne posent pas de problème du tout, sur lesquels on a un recul de plusieurs décennies, en fait, ils veulent tous les changer par des vaccins ARN messagers. Et là, ils développent beaucoup de vaccins ARN messagers auto-amplifiants, qui sont les pires de tous. Mais c'est pas nécessairement, c'est pas une complotiste. Quand on voit qu'ils ont donné du Rivotril en France, le décret Rivotril, à des personnes âgées, alors que dans la notice, ils disent surtout de ne pas donner ça à des personnes en insuffisance respiratoire grave. Certains médecins ont clairement dit que c'était une forme d'euthanasie. Oui, donc, Alain Houpert avait dit ça, sénateur. Oui, surtout, même il y avait un politique qui était du côté de Marseille, qui a vu dans sa maison de retraite 35 personnes décimées par le Rivotril, et qui a dit c'est honteux parce que ces personnes n'ont pas eu la chance aussi de recevoir les traitements précoces. Parce que même une personne âgée... C'est Richard Galli, maire de Mougins. Voilà, exactement. Et même une personne âgée bien soignée, même avec des comorbidités, peut guérir du Covid. Est-ce que le problème central maintenant, c'est pas... Parce que plein de choses ont été dites. Un manque de vue, un manque de débat. Un manque de volonté, je pense. Oui, mais est-ce qu'ici, on pourrait, au Parlement européen, le lieu qui devrait être le lieu des débats, est-ce qu'il y aurait moyen de faire une commission où on fait venir des Perronnes, des Henri Onco, et qu'on... mais moi, avec plaisir. Et qu'on le médiatise surtout. Alors, je vais vous rappeler un peu ce qui s'est passé durant cette commission Covid, et je pense qu'il faut la remettre sur la table. J'avais proposé à ce qu'il y ait des statistiques
Parce qu'on le voit bien, vous avez un prisme scientifique sur le Covid long et les effets secondaires. Moi, j'ai un prisme plutôt juridique. Moi, je veux savoir qui est le responsable. Parce qu'on le voit dans les effets secondaires, il y a quand même 12 000 morts. Alors, est-ce que c'est le vaccin? Est-ce que c'est le Covid long la pathologie qui a amené à cette fatalité? Parce qu'il faut des responsables. Moi, c'est comme ça que, voilà, on est politique. Moi j'ai besoin d'un responsable. Et comme vous, dans la recherche, vous avez besoin de savoir d'où vient le virus. Moi, j'ai besoin de savoir quel a été l'élément déclencheur. Parce que derrière cette stratégie vaccinale, moi, je n'ai rien contre les vaccins. Moi, je veux, comme on l'a dit, la notion de liberté. Et je veux avoir toutes les informations possibles pour faire mon choix. Ce que je n'ai pas eu lors de la crise Covid. Et c'est important aujourd'hui de rappeler ces éléments, ces valeurs qui sont fondamentales et qui font la société. Liberté, choix et transparence. Mais même si vous étiez contre les vaccins, vous savez, il y a le droit de le dire, on dirait qu'il y a des éléments qu'on peut... on dirait qu'il y a des éléments qu'on peut... Ah non, mais moi, là-dessus... L'insulte anti-vax, c'est comme celle de complotiste, moi, c'est vraiment... Je veux dire, d'abord, la plupart des gens qui critiquaient l'injection n'étaient pas anti-vax, mais même l'aurait-il été. Parce que, par exemple, le journaliste scientifique Xavier Bazin, moi je l'ai interviewé, j'ai fait une interview de 2h30, 3 heures avec lui. Il est la plupart du temps contre les vaccins. Il l'explique d'ailleurs très bien. Les vaccins de la coqueluche, il montre que ce n'est pas le vaccin de la coqueluche qui l'a éradiqué. Voilà, il a des données. Moi je trouve ça très intéressant de l'écouter. Mais il est tout de suite... On peut avoir un avis, ça fait partie de la société, on va dire, moderne. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut... Mais pourquoi on a insulté les gens? Pourquoi on les a dénigrés? Pour les empêcher de parler? Parce que moi, je l'ai vu autour de moi. On m'a appelé à un moment donné anti-vax. Et du coup, ces termes, ils sont toujours négatifs. Ils ont toujours une connotation insultante ou négative pour vous dénigrer les travaux de certains professeurs. Là, vous l'avez en prévence, Christian Perron. Du jour au lendemain, on l'a traité de tout. On l'a traité de dingue. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas dans le moule. Et c'est vrai que ce sujet, quelles sont nos actions encore aujourd'hui? Oui. Alors, je suis désolée de vous annoncer que ces initiatives d'inviter, d'ouvrir le Parlement à des professeurs, à des scientifiques, à des chercheurs, à des statisticiens qui ont eu une liberté de penser durant cette crise Covid et qui ont finalement avaient raison et qui ont même une divergence d'opinion. Ne comptez pas sur eux, je vous le dis, c'est vrai. Par contre, nous, avec quelques autres députés, comme je l'ai dit, Christine Anderson, d'autres députés qui sont nouveaux, notamment luxembourgeois, Fernand, qui est sur ces thèmes. Il ne faut pas compter sur la majorité des députés, c'est ça? Non, ne comptez pas sur eux, parce qu'ils sont dans le moule et parce que pour eux, c'est trop difficile maintenant de rentrer sur ce sujet, même si ça les touche personnellement. Moi, combien de fois, je vous le dis, dans les couloirs, moi, je ne suis pas attaquée, au contraire, on me félicite. J'ai des députés du PPE qui m'ont dit « Virginie, on connaît ton combat ». Politiquement, je ne peux pas y aller, mais sache que mes enfants, je ne les ai pas fait vacciner. Mais combien j'en ai vu comme ça? Donc c'est un manque de courage généralisé. Exactement, parce qu'ils ont peur du qu'en dira-t-on, parce qu'ils ont peur de ces médias qui ont un pignon sur rue, ils ont peur de perdre leur siège, parce qu'aujourd'hui, c'est mal vu. Mais aujourd'hui, je dirais, c'était mal vu, qu'il y a quand même une nouvelle tendance qui est en train de se mettre en place, parce que vous l'avez dit, il y a beaucoup de morts. Il y a beaucoup de pertes. Il y a encore un peu cette omerta de savoir d'où ça provient. Quand on voit tous ces décès de jeunes personnes, ça pose question. Donc c'est pour ça que moi je reviens. J'étais juriste, je travaillais dans les assurances. Donc moi j'ai besoin de stats, j'ai besoin de savoir d'où ça provient pour prendre après et de justifier notre action. Donc moi je demande, et je vais reposer la question, dans toutes les commissions, on veut des stats, on veut de la recherche, on veut savoir d'où, quand vous avez ces décès, on les a vus, c'est même pas mes répertoires, c'est ceux de pharmacovigilance, c'est même de Eudravigilance. Qui fonctionnent pas très bien. On est à combien là? Alors dans les derniers chiffres, j'étais à 12 000 morts, issues fatales. 17 millions de personnes qui auraient eu des symptômes persistants après le Covid ou la vaccination. Donc maintenant, ils mettent Covid ou vaccination. 1,7 million d'effets indésirables qui seraient vraiment dus et signalés à l'Agence européenne du médicament. Donc j'ai envie de dire, je lui ai posé la question à l'EMA. OK, vous avez ces stats, mais il faut aller chercher d'où ça provient. Et à partir de là, il faut prendre après les bonnes décisions. Par exemple, cesser de passer des commandes auprès de Moderna, qui va fournir son vaccin Spikevax à 17 pays, dont la France. Et vous avez raison de le dire, de l'annoncer, la tendance, parce que moi, je l'ai vu, les BioNTech et compagnie, qui viennent ici au Parlement nous vendre
effectivement de l'ARN messager. Mais en plus, ce qu'ils demandent, c'est moins d'études. Vous savez, il y a plusieurs phases, hein, vous êtes mieux à même de Encore l'expliquer. augmenter la vitesse de mise Voilà. sur le marché. Ils prennent pour exemple, écoutez, on a sorti le vaccin en 9 mois, on peut le refaire demain. Donc ils ne veulent plus toutes ces différentes phases qui permettaient l'autorisation sur la mise sur le marché. C'est ce qu'ils nous demandent à nous parlementaires. Et il y a un très fort lobbying autour de cette question. Et là aussi, je dis, on restera en alerte et on s'opposera effectivement à ce type de demande. Parce qu'effectivement, il y a des pays émergents comme l'Inde, j'y étais il n'y a pas longtemps, il n'y a pas de brevet, il n'y a pas d'autorisation. C'est un peu le Far West. Mais effectivement, on est en concurrence avec eux. Mais je dois dire que nous avons des normes de sécurité qui fonctionnent et on a une vision plus à long terme qu'à court terme ou moyen terme. Parenthèse, si on pense au bien commun, Jean-Marc Sabatier, est-ce qu'on fait des nouveaux vaccins? Est-ce qu'on prend du temps pour faire ça? Ou est-ce qu'on essaie tout simplement que les gens aient une bonne immunité, de faire de la prévention? À mon avis, c'est pas. Je crois qu'on ne souhaite pas que les gens aient une bonne immunité. C'est ça, mais non, mais puisque ça fait là, pas ils le business de Pfizer, développent des. Je veux dire, les vaccins actuels, on considère qu'ils sont conventionnels alors qu'ils sont complètement expérimentaux. Hein. Je parle du Comirnaty et du Spikevax. Et là, on développe quand même en usage humain des auto-amplifiants, et même pour les animaux, en médecine vétérinaire. Hein. Ouais. Ça représente à l'horizon 2030 quand même 500 vaccins, dont 120 en médecine humaine. Et donc, c'est très, très délétère. Là, il y a déjà les canards, il y a des porcs, il y a des volailles qui sont injectés. Ouais. On parle, par exemple, il y a différentes plateformes. C'est un vrai dossier, ça aussi. Oui. Ça tombe bien parce que... Le Ceva, par exemple, hein, le Ceva qui a été utilisé pour injecter des canards, qui sont injectés déjà depuis l'été 2023. Hein. En fait, c'est un vaccin ARN messager auto-amplifiant. Et à la place d'avoir l'antigène correspondant à la spike, c'est l'antigène, c'est les malglutinines H5. Et donc, c'est pour lutter contre le H5N8, d'après la notice. Et il est déjà utilisé. Hein. Ouais. Et cela pose des problèmes aussi. Ouais, mais ça tombe bien parce que... Et il y a des nanoparticules lipidiques, nanoparticules ferriques, il y a du squalène dedans. Il y a tous les adjuvants aussi. Hein. Ah ben dedans, ce qui est dramatique, c'est que dans un vaccin ARN messager auto-amplifiant, comme ceux qui sont utilisés en médecine vétérinaire et en médecine humaine, il faut savoir qu'il y a un vaccin auto-amplifiant, justement, qui est utilisé déjà depuis quelque temps au Japon, qui a été autorisé par les autorités sanitaires japonaises et qui a reçu donc l'avis favorable des experts de l'EMA, justement, le Costev, qui va être donc utilisé ici. Alors celui-là est très dangereux. Pourquoi? C'est parce qu'il va coder, en plus de l'antigène, il va coder pour le complexe réplicase. Le complexe réplicase, c'est un système enzymatique qui provient d'un virus, hein, soit un flavivirus, soit un alphavirus. Et c'est un complexe enzymatique qui permet de copier de l'ARN en fait en ARN. C'est-à-dire que ça va copier l'ARN messager auto-amplifiant en ARN complémentaire. Et le risque alors concrètement? Le risque, c'est que ça va fabriquer le brin complémentaire de l'ARN messager auto-amplifiant, et ce brin complémentaire, à son tour, va être copié. Et à ce moment-là, la seconde copie de cet ARN messager va être complètement identique à l'ARN messager auto-amplifiant. Ça veut dire qu'on va produire, en permanence. Et on est un peu comme des OGM aussi, non? Oui, ce sera complètement trafiqué. C'est-à-dire on va produire en permanence du complexe réplicase plus l'antigène. Là, dans le cadre du vaccin Ceva, ça va être les malglutinines H5. Ça fait peur. Et un vaccin anti-Covid, ça va être la protéine spike. Un peu provocante peut-être. Ouais. Est-ce qu'il ne faudrait pas que... on n'arrivera pas à ça tout de suite, mais est-ce qu'il ne faudrait pas que les lobbies de Pfizer n'aient pas place ici On l'a demandé parce que... En fin de compte, c'est scandaleux. Pfizer, BioNTech, c'est des multinationales qui ne cherchent qu'à faire de l'argent. Je sais. On l'a demandé, pardon. Et puis c'est de la corruption, quoi. Parce qu'on sait qu'ils payent des gens, on sait qu'ils offrent des voyages. Bien sûr, on l'a demandé parce qu'en plus, je vous rappelle que quand on a fait l'audition de Pfizer, M. Bourla n'est pas venu. Non, j'étais là. Donc voilà, donc quand vous avez quelqu'un qui prend d'un côté le téléphone pour envoyer des SMS à Ursula et puis qui prend un gros chèque pour un contrat faramineux, quand on lui demande de s'expliquer, monsieur préfère aller à Davos. Donc ça, on l'avait signalé. Donc du coup, en mesure de rétorsion, on avait proposé qu'on enlève tous les badges d'accès de Pfizer. Les seuls qui se sont opposés, c'est toute la majorité. Donc on a demandé ça aux parlementaires? On a demandé ça. Et donc la plupart ont voté pour? Ah ben oui, ils ne nous ont pas soutenus. À l'époque, il n'y avait que Mme Rivasi. Je dis que Mme Rivasi parce que les écologistes ne l'ont pas soutenue. Et tout le reste était contre, parce qu'il y a une volonté de protéger ce système.
Et c'est vrai que moi, je l'ai vu plusieurs fois. Et c'est vrai que ça pose question. Et pour en revenir juste à votre question, et c'est important d'en parler parce que j'ai été moi aussi, alors dans le lobbyiste, il y a tout. Hein. Et c'est vrai qu'on a été interpellés par le syndicat des foie gras, qui pour eux est une solution parce que ça leur permet de continuer à vendre leur foie gras. Moi, pour l'instant, je ne sais pas comment me positionner parce que j'aime la bonne bouffe, je le dis, foie gras, j'aime bien. Donc c'est vrai qu'ils ont aussi pâti, tous les producteurs de foie gras, d'une campagne d'éradication des cheptels pendant des années. Alors, pourquoi? Ça, il faut aller chercher pourquoi, comment, et pas les oies, par exemple. D'accord? C'est quand même un sujet. Les oies, non, eux, ils sont encore protégés, mais les canards, on les a éradiqués, et maintenant, on leur dit que pour continuer à produire du foie gras, il faut vacciner ARN messager les canards. D'accord? Donc là, on est au milieu, effectivement, de défendre aussi notre terroir. Des éleveurs qui sont en difficulté parce que si on les vaccine pas, on leur coupe, on leur supprime leur cheptel. Ils n'ont rien à dire. Ils n'ont rien à dire. Et derrière, en bout de chaîne, c'est quoi la sécurité alimentaire pour les consommateurs? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il n'y en a pas? Donc c'est vrai. Moi, je suis pas en agriculture. Je vais par contre poser la question sous le marché intérieur où il y a protection des consommateurs, parce que je suis aussi consommatrice et j'aimerais bien savoir, quand j'achète du foie gras, est-ce que cela aura un impact sur ma santé? Aujourd'hui, c'est des questions qui sont comme en suspens. Je vous rappelle, c'est comme l'histoire de la farine des insectes, où on met sur le marché des farines des insectes et on ne vous dit pas si finalement vous aurez des impacts ou pas sur demain sur des nouvelles allergies. Donc effectivement, je vous remercie d'avoir remis en lumière cette question, parce qu'effectivement, je ne sais pas, est-ce qu'aujourd'hui, on sait si des canards vaccinés qui vont finir dans notre assiette va avoir un impact sur notre santé? Oui, c'est possible, hein. Alors, il faut savoir que les élevages de moins de 250 canards n'ont pas l'obligation de vacciner leurs bêtes. Alors, il y a un risque avec les vaccins auto-amplifiants qui sont utilisés pour les canards. Il y a un risque quand même. Parce que les gens disent que de toute façon, ça ne pose pas de problème que ce soit un vaccin à ARN messager. Pourquoi? Parce que les ARN messagers sont détruits par la température, hein, ils sont thermosensibles. Et donc, en fait, c'est pas vrai. Ils sont plus sensibles que d'autres molécules, mais ils peuvent être très résistants. J'ai donné des cas de publications scientifiques, hein, ça a été démontré, que des ARN peuvent être stables à 100 degrés pendant 10 minutes ou à 80 degrés pendant 65 heures. Et même s'ils étaient thermosensibles, ils peuvent être protégés aussi par la gangue, parce qu'ils sont injectés pas tout seuls, hein. Il y a des nanoparticules ferriques dedans, dans le cas du Ceva. Il y a également du squalène qui est thermorésistant, donc ça peut protéger l'ARN messager qui peut ne pas être dégradé. Et certains disent que de toute façon, l'acidité de l'estomac, qui varie entre 1 et 3, qui peut monter jusqu'à 4 en cas de jeûne thérapeutique, suffirait de toute façon à détruire les ARN messagers. Mais ce qui se passe, c'est quand vous mangez du magret, donc déjà il est très peu cuit, hein, parce qu'on le voit puisqu'il est rosé, et puis en plus quand vous le mangez, avant qu'il atterrisse dans l'estomac en pH acide où potentiellement il peut être dégradé, il passe quand même dans les muqueuses buccales, il passe dans le pharynx, il passe dans l'œsophage, et là il est au contact des muqueuses. Ça veut dire que l'ARN messager fonctionnel peut très bien passer... Mais donc dans ce cas-là, normalement, avec des systèmes politiques bien organisés, on interdit ou on fait un moratoire sur la vaccination de... Voilà, mais c'est aussi une Europe qui est hors sol, quoi. Je voulais juste ajouter qu'il existe 2 vaccins contre le H5N1 et un qui n'est pas ARN messager auto-amplifiant. Donc je le dis, je pose la question à Jean-Marc, peut-être que l'autre vaccin, en tout cas, est moins dangereux par rapport à cette maladie. Oui, il y a des vaccins recombinants, hein, où il y a juste le H5. C'est les magglutinines H5, hein, parce que c'est les H et les N, c'est soit les magglutinines, soit la neuraminidase. Et puis, il y a aussi les microbes inactivés, hein, qui du coup sont moins dangereux, parce que normalement, ils sont inactivés. Donc, mais on touche un peu à tout, parce qu'on touche aussi à l'agriculture intensive avec ça. Oui. On touche au fait qu'on a fait des fermes avec, ou des élevages avec des dizaines de milliers de cochons, voilà. Les cochons reçoivent aussi des vaccins à ARN messager, avec une plateforme de mer qui s'appelle Sequivity, et ça a commencé donc au Canada.
il parle de particules ARN, mais en fait, ce sont des vaccins auto-amplifiants. Ce sont des vaccins auto-amplifiants, ce sont des membranes qui contiennent à l'intérieur donc l'information génétique qui code justement pour des protéines du virus de l'encéphalite équine vénézuélienne. Et donc ça produit un antigène, hein, et c'est utilisé donc pour le porc. Il y a des porcs qui ont été injectés avec ça. J'ajoute qu'il est très difficile aujourd'hui de trouver les informations sur les vaccins auto-amplifiants. Beaucoup de choses sont cachées. Je crois que Jean-Marc, oui. Tu me disais l'autre jour que tu n'avais pas toutes les données de ce que le vaccin contient et que ça te gênait même pour certaines analyses. Oui. Il faut savoir tout ça. Et est-ce que, juste c'est une piste de réflexion, du coup maintenant, parce que moi je n'étais pas au courant que les porcs étaient aussi vaccinés à ARN messager, si on ne lit pas la presse spécialisée, on n'est pas forcément au courant. Mais je me place aussi... Même sans la lire, hein, voilà. Souvent c'est caché. Hein. C'est caché. Il parle de vaccination, il faut vraiment fouiner. Faut fouiner. Oui, pour savoir que les particules ARN, en fait, c'était des auto-amplifiants, il faut quand même chercher. Hein. C'est pas évident à trouver. Donc voilà, encore une fois, on parle de transparence, on parle de protection des consommateurs. Est-ce qu'il serait judicieux, dans toute cette piste de réflexion, d'utiliser l'étiquetage pour permettre aux consommateurs de savoir quel type de viande a été élevée, sous quelles conditions, et même aussi le vaccin? Est-ce qu'il faut aller jusque-là? Oui, il faudrait surtout qu'au départ, il y ait des vrais tests mis en place, hein, c'est-à-dire des vrais tests sur ces vaccins ARN messagers. De toute façon, à mon avis, ils sont pas utilisables maintenant, mais ils le seront pas plus tard, hein, parce qu'on ne maîtrise rien dedans. Hein. On ne maîtrise pas en fait la production de l'antigène, qui va être variable. Hein, c'est-à-dire que si vous injectez 2 personnes avec la même quantité d'ARN messager, ils ne vont pas produire nécessairement la même quantité de protéines spike ou tout autre antigène. Hein. Après, on ne sait pas quel va être le catabolisme, c'est-à-dire la dégradation de ces ARN messagers. On ne sait même pas où atterrissent ces nanoparticules lipidiques qui sont utilisées. Parce qu'on sait que c'est capté par les organes reproducteurs, on sait que ça peut être capté par le cerveau, par différents organes, alors que ce n'est pas censé le faire. Donc il y a une toxicité qui est liée aussi aux nanoparticules lipidiques. Il y a vraiment une toxicité de ces produits. Parce que quand on injecte cet ARN messager, ces vaccins, il faut considérer 2 choses. Ça va stimuler le système immunitaire, puisque ça va produire des protéines, hein, quelles qu'elles soient, que ce soit le vrai antigène ou des protéines inconnues. Donc ça va stimuler le système immunitaire. Si on cherche des anticorps dits, entre guillemets, neutralisants, on va en trouver. Mais d'un autre côté, ça va produire aussi, à plus long terme, des anticorps facilitants. Et puis surtout, ça va déglinguer la personne qui les reçoit. Parce qu'il y a un côté délétère direct. En fait, C'est pour ça aussi que c'est beaucoup plus grave que l'infection au SARS-CoV-2. Oui. Parce qu'il y a les nanoparticules, il y a les protéines lipidiques. Ah oui, il y a tout un tas de tout un ensemble qui fait. C'est pour ça que je pense que c'est important de rappeler. Et aussi pour contrer ceux qui diront, mais tu vois, je rappelle, c'est le Covid long. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup moins d'enfants en Europe, mais c'est le Covid long en Occident. Nous, on a fait un article dessus, hein, puisque le système rénine-angiotensine, il pilote, en fait, il est détecté, les éléments du système rénine-angiotensine sont détectés 3 semaines après la conception. Donc ça ne veut pas dire qu'ils sont là au bout de 3 semaines, ça veut dire qu'on ne les détecte pas avant, mais c'est évident qu'ils sont là avant. Et ils interviennent donc, dans toutes les étapes de formation des organes, hein, au niveau de l'embryon, et puis au bout de 10 semaines, au fœtus. Hein. Donc, ce n'est pas surprenant, et c'est pour ça que c'est très dangereux d'injecter des femmes enceintes avec des vaccins, entre guillemets, ARN messager, parce que ça pilote la fabrication des organes. Hein. C'est très, très dangereux. Hein. Oui, et sur les femmes enceintes... Et ça diminue aussi la fertilité, parce que ça affecte la fertilité. Vous savez, le système rénine-angiotensine, il pilote la fabrication des hormones stéroïdes. C'est lui qui commande la fabrication des hormones stéroïdes. Dedans, vous avez les glucocorticoïdes, comme le cortisol, hein, l'hormone du stress, mais vous avez les minéralocorticoïdes, comme l'aldostérone, et puis vous avez les hormones sexuelles, notamment les androgènes, les estrogènes et les progestatifs. Ça veut dire qu'il y a un impact direct sur les hormones sexuelles. Donc quand on dérégule ce système, on comprend bien que ça peut avoir un effet sur la fertilité. Et il a été démontré que des anticorps dirigés contre le récepteur ATR, qui est le récepteur délétère du SRA, il conduit à l'infertilité. Ça a été démontré. Ça existe, il y a des travaux scientifiques. On n'avait jamais eu un aussi faible taux de naissance
aujourd'hui que depuis la Seconde Guerre mondiale. Depuis 2021, je crois que ça a baissé de 2,4%, je crois. Oui, mais en plus, dans les documents Naissance. officiels de Pfizer, ils n'ont jamais dit de faire vacciner les femmes enceintes. Il y avait marqué Missing Information, comme les auto-immuns. Ce qui veut dire que les médecins ont été encore plus loin, là pour le coup, que Pfizer, puisque Pfizer n'avait pas inclus les femmes enceintes dans l'essai clinique. Donc il y a une responsabilité aussi des médecins qui ont vacciné les femmes enceintes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait le travail qu'ils devaient faire de se documenter. Voilà. Mais moi, je me souviens, lors d'une des questions que j'ai posées à la commission, effectivement, quand on leur demande comment ils ont donné l'autorisation, notamment pour l'injection des enfants, ils nous disent qu'ils n'ont pas de statistiques, mais que Pfizer n'a pas émis l'hypothèse qu'il fallait ne pas le faire. Donc effectivement, il y a eu... et finalement, pour un peu synthétiser ce que vous dites, enfin, je regrette de reprendre ce titre, même si même pas en fait apprenti sorcier, j'ai envie de dire apprenti sorcier au niveau scientifique, apprenti sorcier à la commission. En fait, on a déjà vu, pour moi, et moi je l'ai vu durant ces années, des laboratoires requins qui sont là que pour vendre leurs produits. Et c'est cela qui a fonctionné durant ces dernières années. Une anecdote, hein. Le premier contrat que Mme von der Leyen a contractualisé, c'est auprès du laboratoire CureVac, qui a décroché une aide de l'Union européenne. Je me souviens, quand j'ai vu ça, je me suis dit, déjà, je ne connaissais pas CureVac. Et ils ont décroché, à l'époque, je crois, 700 millions d'euros. Ils ont produit zéro. Et ils n'ont pas remboursé. Et ils n'ont pas été poursuivis. Donc on se dit, voilà le monde dans lequel on vit ici à Bruxelles. La commission qui n'est pas transparente, qui contractualise, on ne sait pas pour qui ni pourquoi. On voit là, avec cette affaire de Moderna qui continue, qui va pendant 4 ans, des accords avec certains États membres. Et comment ? Ouais. 15 États. Moi, j'ai 17 pays, dont la France. Oui, ah oui, 17 plus, oui. Le patron de Moderna, Stéphane Bancel, est devenu milliardaire en tout cas multimillionnaire en quelques mois. Hein. Voilà, et puis je pense qu'ils veulent relancer un peu la machine, donc il faut un peu les aider, parce qu'il faut savoir que Pfizer, pour lequel on a eu le plus gros contrat, a réuni à négocier d'étaler ses commandes jusqu'en 2027. Et jusqu'en 2027, bon, on est encore en 2025, c'est-à-dire que même s'il n'y a pas de commande, ils ont négocié des dommages et intérêts. L'annulation de la dose, vous savez, de 20 € la dose, c'est passé à 10 € la dose annulée. Voilà, ici, c'est l'argent qui domine ces institutions. Oui, donc Alors, il y a des actions Covid, en justice quand même. on l'a déjà dit, mais le Covid... Il y a des actions en justice. Ouais, mais... Oui, Certaines ont été gagnées, même s'ils ont fait un recours, un pourvoi. Mais celle de Maître Arnaud Durand et de Thibault Saint-Martin, pour le moment, c'est très bien. Et je pense que ça va se multiplier. Ce que révèle le Covid, c'est un scandale beaucoup plus politique que sanitaire, qui met à nu les institutions soi-disant démocratiques et tout un système qui ne fait pas des dysfonctionnements, mais qui est structurel. Parce que même vous, M. Sabatier, vous avez été censuré. Oui, on a sorti un livre, c'est des articles censurés par Google. Voilà. En fait, au début, ils n'étaient pas censurés, et puis comme ils commençaient à être bien lus, les 2 derniers avant qu'ils censurent tout, hein, on faisait 1 million de vues par jour, hein, en 24 heures. Et donc, on a fait 10 millions de vues au total. Et là, Google a censuré tout le... Voilà, là, ça devenait insupportable pour eux. C'est-à-dire que le patron a été obligé de déréférencer. Sinon... Mais vous aussi, non? On ne vous a pas censuré? Ah oui, on nous a enlevé nos aides publiques à la presse. Il faut le dire, il faut le enlevé ma rappeler. carte de presse. Il y a eu Oval Media aussi. Hein. Ouais. Ah ouais, on a tous les médias libres qui essaient de faire le travail du journaliste, de respecter la charte de Munich, sont systématiquement censurés, attaqués, on leur enlève l'argent. Non, c'est... Et puis, ça fait partie de la stratégie. Hein. On parle de démocratie. Mais la démocratie, il ne reste plus que le cadre. Le cadre est beau, nous sommes ici. Mais quand les décisions importantes sont prises par la Commission, qui n'est pas élue par le peuple, contrairement à vous, Madame la députée, où est la démocratie quand on ne permet plus le débat contradictoire? C'est l'élément fondateur de la démocratie, c'est de permettre aux gens
de débattre, même s'ils ne sont pas d'accord. Ça veut dire, je ne suis pas d'accord avec toi, mais tu n'es pas mon ennemi. Tu dis tes idées, je dis mes idées. Et là, ça n'est plus possible. Donc on nous parle de souveraineté européenne, mais pour qu'il y ait une souveraineté, enfin, je pense déjà que c'est un concept beaucoup très compliqué, mais surtout, la démocratie, il faudrait s'interroger ce qu'il en reste à part le cadre. Ouais, tout à fait. La véritable liberté d'expression, c'est de dire à l'autre ce qu'il n'a pas envie d'entendre, hein, disait George Orwell. Exactement. Voilà, exactement. Exactement. Moi, j'ai une citation beaucoup plus triviale. Je crois que c'est de Woody Allen. Démocratie, c'est cause toujours, et la dictature, ferme ta gueule. Donc, pour résumer un peu la situation, et je crois que c'est vraiment cette hypocrisie que nous avons vue parce qu'on était dans le sujet de la crise Covid. Et le fait que ça soit maintenant un retour de bâton, puisqu'on a Zuckerberg qui revient en arrière, qui nous annonce qu'effectivement nous avions raison et dans un certain sens parce qu'on défendait une autre idée. On a maintenant Elon Musk. Qu'est-ce qu'il nous a dit le lendemain de la victoire de Trump? Nous sommes les médias. Oui, parce que Nous sommes les médias. Et nous l'avons été finalement, moi, à mon petit niveau, parce qu'effectivement, j'étais la seule sur le sujet au Parlement. Donc c'est vrai que j'ai une grosse chaîne YouTube. J'ai vu que mes interventions ont été beaucoup partagées. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui l'ont fait. Parce que je me suis mis aussi à leur place. On a été dans un moment, dans un cocon où on nous empêchait de réfléchir, où on avait peur de dire qu'on n'avait pas envie de se faire vacciner. En fait, on s'est dit, attends, j'ai pas envie. Il y avait toute cette pression. On n'avait pas les informations. Heureusement que vous étiez là. Moi, je salue tous les jours le professeur Perron, vous, même Alexandre Orion-Codé que j'ai reçu ici, même Christine Coton, toutes ces personnalités qui finalement sont sorties du bois. Monsieur Raoult aussi, parce qu'effectivement, on l'a écouté, il était sur les grandes chaînes de médias à l'époque, parce qu'ils nous ont permis finalement de nous rassurer et de nous dire peut-être que là, sur cette crise Covid, je ne vais pas y aller. Et je ne vais pas faire comme tous les moutons. Hein. Et donc, on a eu cette liberté. Effectivement, on l'a payé cher. Certains ont perdu, je pense aux suspendus. Hein, moi, je pense toujours à eux. Parce que moi, j'étais quand même confortablement, même si je devais me faire un test PCR pour venir ici au Parlement, certains ont perdu leur métier, ont perdu leur famille, parce qu'il y a eu beaucoup leur vie. Et ça c'est pour ça que j'en parle encore du dossier, et je trouve qu'il faut encore le mettre sur la table, parce que ce qu'on a vécu pendant 4 ans, la chape de plomb, un chasseur sorcière, maintenant le fait qu'il y ait une libéralisation réelle de la parole avec certains médias, eh bien, il faut en profiter. Déjà, moi je demande réparation. Oui. On avait raison. Que ceux qui maintenant, qui ont du mal à dire que nous avions raison, parce qu'il y en a quand même quelques-uns par fierté qui n'osent pas aller et dire oui, pardon, je m'excuse. C'est pas grave. Mais maintenant, on est quand même là pour eux. Avec effectivement, vous proposez des traitements. Et vous avez étudié cette question qui est importante, parce que voilà, une fois qu'on a établi le diagnostic, il faut des traitements. Et surtout, moi, au niveau européen, c'est plutôt, vous savez, il y a une citation latine, errare humane est, perseverar diabolicum. Voilà. On a fait des erreurs, persévérer, c'est diabolique. Alors, donc, ça serait peut-être la conclusion de mon intervention, mais voilà, on a fait des erreurs, il ne faut pas persévérer dans ces erreurs, et nous sommes là pour être un peu les garde-fous de ces gens qui ne veulent pas voir. Et c'est vrai, ça fait peur de voir que cette commissaire, Madame Labib, qui sort de nulle part, ancienne journaliste, vous vous rendez compte, ancienne journaliste, elle se retrouve propulsée pour contractualiser des contrats faramineux avec des laboratoires. C'est un truc de dingue quand même. Oui, c'est rien qui lui ont donné la responsabilité de... Mais elle a quoi là? Est-ce qu'elle a un bagage scientifique? Non, aucun. Voilà, c'est tout. C'est ça qui est déconcertant. Oui. L'autre chose importante, là, plusieurs fois, on parlait d'apprentis sorciers. Mais est-ce que c'est bien des apprentis sorciers? Parce que ce n'est pas certain. Parce qu'avec les données qui fuitent, là, de plus en plus, on s'aperçoit que le programme du virus, c'était un programme qui s'appelle Diffuse, avec la CIA qui n'était pas très loin derrière, probablement, enfin, certainement. Que les vaccins, c'est le programme Warp Speed. Deuxième arme biologique, et puis derrière un programme qui s'appelle MK Ultra de PsyOps aussi piloté par la CIA. Donc tout n'est vraiment pas très clair là-dedans. Disons que et dans ce cadre-là, est-ce que c'est bien des apprentis sorciers ou justement des personnes qui savaient exactement ce qu'elles faisaient et qui recherchaient des effets délétères en tout cas. En tout cas, il faut pouvoir le dire. Voilà, il faut pouvoir le dire. Il faut pouvoir le dire. On espère que 2025
Oui. sera l'année de la vérité. Ce sera l'année de la vérité. Ça Ah, on sera a l'année de la entendu. vérité sûrement outre-Atlantique. Puisque Oui, la tout liberté à fait. d'expression, c'est l'amendement numéro 1. Et donc, M. Zuckerberg n'avait pas le choix de faire. Enfin, il avait le choix d'aller en prison. Il y en a certains parce qui que ont c'est peur. très grave ce qu'il a fait. Donc, il a préféré dire ce qui s'était passé pour sauver un petit peu sa peau, à mon avis, puisque la liberté d'expression, les Américains sont Bah, quand même très l'information attachés à ça. l'information peut sauver, mais l'information tue aussi. Hein. Ouais, ouais, ouais. La f- Oui. Ah oui. Oui. Si on fait une Indirectement. fausse information avec un mot On de a vu, hein, propagande, Snowden, oui. ils ont essayé Oui. de le tuer. Mhm. Les Wikileaks, Oui, on a oui. vu aussi cette hypocrisie où il y a certaines informations, dès que ce n'est plus le gouvernement qui la maîtrise, oui, ça peut tuer. Oui. Mais bon, moi, je reste optimiste parce que on défend nos intérêts. Hein. Je ne dis pas je suis pro-Trump, pro-américaine. Je dis qu'on a des idées qui sont à peu près identiques. On a des valeurs qui nous rassemblent. Et le vent qui vient de l'Ouest, pour nous dire qu'en gros, on va récupérer cette liberté d'expression est importante. Et moi, ici, je m'active à ce qu'on conserve ces valeurs, parce qu'effectivement, vous allez le voir dans les jours qui viennent, le sujet des annulations d'élections, on l'a vu en Roumanie, en Pologne, c'est en cours de réflexion quand même. Hein. Ils se demandent s'ils ne vont pas interdire X, parce que comme là, aujourd'hui, c'est leur crise, entre guillemets, la crise démocratique. D'ailleurs, je ne sais pas si on a eu l'occasion d'en parler, mais je vais siéger dans la nouvelle commission spéciale, comme un peu la commission spéciale qu'il y a eu pour le Covid. Là, ça s'appelle, accrochez vos branches, et je terminerai par ça, bouclier européen démocratique. Ah oui. Vous voyez bien la Oui. sauce qui est en train Oui. d'être mise en Mais dès place. qu'il y a hein. démocratique, Ils ont je bien- crois, Voilà. c'est que ça l'est pas. Ils ont Voilà. bien parlé de cordon sanitaire médiatique sur l'RTBF quand Oui. ils ont différé le. Oui, non, le- mais le c'est discours tellement de Trump. ridicule. Mais voilà, je Voilà. pense qu'on a fait Le pas tour. mal de tour du sujet. De toute façon, on continue. Voilà. Et puis vous serez toujours les bienvenus. En tout cas, moi, si vous Merci. ne trouvez pas d'autres députés, vous pouvez toujours Ici, en sonner tout à cas, ma il y a porte. du. Non, mais je vous remercie parce que vous n'avez pas été nombreux à mener ce Oui. combat et à nous représenter. Mais vous non plus, hein. Puisque vous me représentez. Et moi, je me félicite quand la démocratie représentative marche aussi bien qu'elle existe. Mais j'espère que On continue. Moi, ça des va fois, je changer dis, à l'avenir. vaut mieux le petit caillou dans la chaussure. Il y en a qu'un, mais il embête. Et Ah oui. Et des fois, ça suffit. Oui, Merci absolument. Estelle Fougère. Merci à vous. beaucoup. Merci Merci. Jean Charlotte et Merci. merci Virginie Alexandre. Laurent pour l'invitation. Merci à vous et j'espère à bientôt On qu'il faut qu'on continue. continue parce que je sais qu'en plus, ça ennuie beaucoup de monde. Il faut continuer. C'est très bien. Merci. Ils sont ennuyés, Merci. ils ont peur. Je crois que c'est un bon signe. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir.